Alors donc, l'objet de cette conférence, qui inaugure pour notre laboratoire une nouvelle année de recherche, est l'œuvre d'un auteur important, Niklas Luhmann. Si l'on voulait résumer brièvement le propos, il suffirait de dire que Luhmann est un sociologue allemand marquant de la seconde moitié du XXe siècle, sans doute le plus important représentant de la sociologie allemande de cette époque. Si Luhmann n'est pas ignoré de la sociologie française, il demeure toutefois encore aujourd'hui assez mal connu, alors que son influence est plus importante sur la sociologie hispanophone ou de langue anglaise. On relève cependant un intérêt croissant pour son œuvre dans le monde francophone et la parution cette année de la traduction en français d'un ouvrage qui, dans son parcours, tient une place particulière, est l'occasion de se pencher sur cette personnalité. Arrivé en ce point, la question pourrait être posée de la place d'une telle interrogation de nature sociologique dans les investigations du centre de recherche Léon Duguit. Il convient de revenir un instant à la figure de Léon Duguit. Tous les ouvrages introductifs à la sociologie juridique évoquent Duguit. Duguit n'est pas seulement le grand théoricien de la notion juridique de service public, il est, avec Oriou, l'introducteur dans la théorie juridique française d'une perspective sociologique. L'œuvre de Duguit, comme celle d'Oriou, porte en effet la marque de l'influence de deux fondateurs de la sociologie, l'anglais Herbert Spencer et le français Émile Durkheim. L'idée centrale de Duguit est que le droit n'est pas une émanation strictement étatique, mais le produit de l'évolution sociale. Le thème mis en avant par Duguit des grandes transformations du droit repose sur l'idée que le droit connaît des changements radicaux à l'époque de la modernité industrielle. Ces changements se font sous l'effet, répétons-le, de l'évolution sociale, notamment de l'industrialisation de la société. C'est avec cette industrialisation qui engendre de nouveaux besoins sociaux en matière de transport, d'énergie, d'éducation, etc. Donc c'est avec cette industrialisation que naît la fameuse problématique du service public. Selon Duguit, le service public, comme cœur de l'action administrative, n'est autre que l'expression de cette modernité. Il y a donc chez Duguit une véritable sociologie de la modernité. Or, la sociologie même, comme discipline scientifique, est née d'une interrogation sur la modernité. Herbert Spencer, Émile Durkheim, les Allemands Max Weber ou Georg Simmel, à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, firent des grandes transformations sociales, de l'individualisation de la société, de l'anonymat des grandes métropoles, etc., l'objet central de la science moderne que constitue la sociologie. Léon Duguit est, parmi les théoriciens français du droit de la première moitié du XXe siècle, le plus sociologue parmi les juristes. Sa théorie juridique est plus sociologique même que celle d'Oriou, qui fut un moment tenté par une bifurcation vers une sociologie pure. Ce n'est donc pas un hasard si le centre de recherche Léon Duguit est sensible aux interrogations sociologiques, plus particulièrement au domaine de la sociologie juridique, qu'on peut définir comme le volet de la théorie juridique qui scrute le droit, non comme une incarnation d'une justice abstraite et éternelle, non comme un pur produit de l'État, mais comme un phénomène social. Ce qui justifie que le centre de recherche Léon Duguit fasse de l'œuvre de Niklas Luhmann un objet d'étude est précisément que la sociologie de Luhmann, qui constitue une sociologie de la modernité, intègre une sociologie du droit. Je présenterai la personnalité de Luhmann et l'interrogation sociologique à laquelle il se rattache pour aborder ensuite l'apport sociologique de son. D'abord, la personnalité et
l'enjeu fondamental de l'œuvre. Après avoir présenté la personne et l'œuvre, j'évoquerai donc l'interrogation sociologique qui parcourt la théorie de Luhmann. Je commencerai par une approche biographique et bibliographique. L'ouvrage à travers lequel nous abordons Luhmann, intitulé « La société de la société », revêt dans le parcours de son auteur une dimension de testament théorique. Luhmann, se sachant atteint d'un mal incurable, y a jeté ses dernières forces. L'ouvrage parut en 1997, quelques mois avant la disparition de son auteur, en novembre 1998. L'ouvrage est imposant, plus de 1000 pages en 2 tomes dans la version allemande, près de 800 pages dans la version française, en grand format et dans une typographie resserrée. Pour autant, l'ouvrage n'est pas ce qu'on peut désigner comme l'opus magnum, le grand œuvre de Luhmann, mais plutôt un résumé de sa sociologie. S'il peut être question d'opus magnum, celui-ci doit intégrer une série d'ouvrages et j'ai envie d'englober cette série d'ouvrages sous la désignation de cycle des systèmes sociaux, à la façon dont on parle des cycles en littérature, le cycle du Graal, le cycle du Seigneur des Anneaux de Tolkien, le cycle de fondation d'Asimov. La société de la société peut être placée au centre d'un cycle. De nombreux passages du livre renvoient implicitement à d'autres livres. Le cycle débute avec l'apparition d'un ouvrage intitulé « Systèmes sociaux » en 1984, puis « L'économie de la société » en 1988, la science de la société en 1990, le droit de la société en 1993, l'art de la société en 1995. D'autres ouvrages du cycle parurent à titre posthume, la politique de la société et la religion de la société en 2000 et le système d'éducation de la société en 2002. À côté de ce cycle sociologique, la bibliographie de Luhmann est profuse, mais alors même que Luhmann était un sociologue reconnu dès les années 70, il désignait son œuvre antérieure à 1984 comme relevant d'une série zéro, c'est-à-dire qu'il voyait ce que j'appelle ici le cycle des systèmes sociaux comme le moment d'épanouissement de son travail de recherche. Nous disposons aujourd'hui de 3 ouvrages du cycle des systèmes sociaux en langue française. Systèmes sociaux et le droit de la société, dans la traduction de Lucas Sozo, professeur de philosophie politique et juridique à l'Université du Luxembourg, édité aux presses de l'Université Laval au Québec. Et donc, cette année, la société de la société, traduit par Flavien Lebouter, chargé d'enseignement en sociologie à l'Université de Fribourg-en-Brisgau aux éditions Exil. La connaissance de la langue allemande représente naturellement le meilleur accès à l'œuvre de Luhmann, mais il est également possible pour les non-germanistes de se référer aux nombreuses traductions d'autres ouvrages existant notamment en langue anglaise ou en espagnol. Si l'on adopte le point de vue d'une histoire de la pensée, l'œuvre de Luhmann est représentative d'une époque particulière de la culture allemande. Elle accompagne, pour ainsi dire, le Wirtschaftswunder, le miracle économique allemand. Elle s'inscrit dans le contexte de la reconstruction de l'Allemagne de l'Ouest sous l'égide de l'État de droit parlementaire et fédéral qui s'associe à une grande effervescence intellectuelle. Cet aspect explique la réflexion de Luhmann sur les droits fondamentaux et l'état de droit qui sera évoqué en conclusion. Dans ce contexte, Luhmann se fit connaître à la suite des événements de 1968 à travers un débat avec une autre figure intellectuelle marquante, Jürgen Habermas. Si bien qu'en 1971, Luhmann pouvait déjà être présenté comme, je cite, l'un des sociologues les plus
influents et les plus débattus de la République fédérale. Je cite ici un article de l'hebdomadaire Der Spiegel de 1971. Le parcours de Niklas Luhmann fut jalonné d'interventions dans le débat public et de reconnaissances scientifiques, comme le prix Hegel de la ville de Stuttgart, attribué, selon le jury, je cite, à l'un des intellectuels allemands les plus féconds et les plus originaux. Ici, je reprends un article du Spiegel de 1988. Au passage, je note que parmi les personnalités distinguées par ce prix, on compte le philosophe français Paul Ricoeur. Au milieu des années 80, après avoir, ici encore, je cite un article du Spiegel de 1986, perturbé l'euphorie idéaliste de gauche par une analyse critique de l'État-providence, Luhmann fit une intervention remarquée dans le débat sur l'écologie. Les prises de position publiques de Luhmann sont marquées par le scepticisme et un certain pessimisme. L'État-providence répond certes aux attentes des citoyens, mais est-il susceptible de se maintenir dans la durée? L'inquiétude écologique est une réaction de la société à sa propre industrialisation. Mais la société est-elle capable de modifier son fonctionnement? La critique de Luhmann n'est pas une prise de position de nature idéologique, mais un doute sociologique émis à l'encontre de programmes politiques. Le scepticisme peut également être rattaché à la biographie. Luhmann est en effet ce qu'on peut désigner comme un traumatisé de guerre. Né en 1927, sa jeunesse fut marquée par la dictature nationale-socialiste, par la propagande et l'embrigadement. Enrôlé à la fin de la guerre, il éprouva la terreur des combats, les brutalités et l'humiliation de la captivité, le chaos et la misère d'un pays en ruine. Cela explique la dimension froide et analytique de l'œuvre, due à une méfiance instinctive vis-à-vis de l'engagement politique. Le sociologue Helmut Schelsky qualifia une part des intellectuels de cette génération, désabusés par le nazisme et par la guerre, dès leur prime jeunesse, de génération sceptique. L'expérience de la désagrégation d'une société explique l'intérêt précoce pour la question de l'ordre social, la façon dont il se construit et les menaces qui pèsent sur lui. La question de l'ordre social, du propre aveu de Luhmann, conditionna son orientation vers les études juridiques. Il entama des études de droit à l'université de Fribourg-en-Brisgau en 1946. Après une expérience en cabinet d'avocat, Luhmann s'orienta vers l'administration publique, où il exerça des fonctions auprès de la juridiction administrative dans le Land de Basse-Saxe jusqu'en 1962. C'est dans le cadre de ces fonctions qu'il partit aux États-Unis dans les années 1960-61 pour une formation destinée aux fonctionnaires allemands dispensés à l'université de Harvard. C'est là qu'il découvrit l'enseignement du sociologue Talcott Parsons. À partir de 1962, Luhmann devint chercheur à la Haute École d'administration de Speyer, institution importante de l'Allemagne fédérale, fondée en 1947 et inspirée par l'exemple français de l'ENA. Cette institution existe encore aujourd'hui sous la dénomination d'Université allemande pour la science administrative de Speyer. C'est dans le cadre de cette institution que s'exprima sa fécondité intellectuelle. Ses travaux relevèrent d'abord de la sociologie des organisations, de la science administrative et de la théorie juridique. À cette époque, les questions traitées revêtent une dimension juridique et comportent des enjeux pratiques évidents. Mentionnons les titres de quelques-uns de ses premiers écrits: Les erreurs de l'administration et la protection de la confiance, 1963, Les droits fondamentaux comme institution, 1965, La responsabilité en droit public d'un point de vue de politique juridique, également en 1965, Droit et automation dans l'administration publique, 1966, Théorie de la science administrative, également 1966. Ces travaux
attirèrent l'attention du sociologue Helmut Schelsky, alors chargé de la mise en place de la première faculté entièrement vouée à la sociologie en Allemagne, à l'université de Bielefeld. Luhmann obtint rapidement, en 1966, le doctorat et l'habilitation sur la base, ce qui est exceptionnel, de travaux déjà publiés. C'est en 1968 qu'il obtint une chaire de sociologie à l'université de Bielefeld, où il exerça de 1969 jusqu'à sa retraite, à son éméritat, en 1993. Luhmann avait été recruté comme spécialiste de la sociologie du droit et de l'administration, mais il étendit rapidement son objectif au projet d'une sociologie générale. J'évoquais le parcours, l'œuvre, je vais aborder ici l'interrogation sociologique fondamentale sous-jacente à l'œuvre. Le problème central de la sociologie est celui de la structure sociale. Cette interrogation peut sembler paradoxale. Nous vivons dans la société, c'est notre environnement direct, nous baignons en elle et pourtant nous avons besoin d'une science pour comprendre quelle est sa structure. La sociologie originelle, celle d'un Durkheim par exemple, comporte une dimension révolutionnaire qu'on finit par oublier. La sociologie repose à l'origine sur la critique spéculative du contrat social comme théorie de la société. La théorie sociale issue des Lumières conçoit la société comme une agrégation d'individualités. La société civile serait en ce sens le produit d'une association, d'un pacte volontaire des hommes composant la société, des individus conçus comme des entités irréductibles, comme des atomes constituant la société. La pensée des Lumières comporte ainsi une théorie de la structure sociale en vertu de laquelle la société serait le produit dérivé d'une réalité fondamentale, l'individu. C'est ce présupposé essentiel que la sociologie comme science moderne remette en cause. Herbert Spencer analysa la société, c'est là son grand apport, non comme une création humaine, car la théorie du contrat social est une théorie, pour ainsi dire, créationniste de la société, mais comme le produit d'une évolution. De même, Durkheim rejeta-t-il la théorie de la société comme association d'individus pour y voir une interdépendance organique entre des groupes. C'est cette interdépendance de fait qu'il désigne par la notion sociologique, et non morale ou politique, de solidarité. La solidarité chez Durkheim ne consiste pas en un appel à la morale, mais en un phénomène social organique. De même, avant Durkheim, Marx considéra la société comme conflit de classe et non comme relation entre des individus. L'apport sociologique du marxisme réside dans la dénonciation du mythe de la société comme communauté d'intérêt. Telle est, pour ainsi dire, sa puissance explosive d'un point de vue spéculatif. L'idée d'une unité de la société autour d'un but commun, c'est-à-dire la tradition politique issue d'Aristote, qui trouve une continuation chez Kant, Hegel et toute la filiation des Lumières, se trouve sapée dans son principe même. La sociologie des origines s'enracine donc dans une remise en cause radicale de la tradition politique. Néanmoins, elle n'aboutit pas à un consensus scientifique, mais à des thèses conflictuelles relatives à la structure sociale. Dans le contexte de l'histoire de la sociologie, Luhmann s'inscrit dans le cadre d'une hypothèse sociologique particulière. Selon lui, ce qui caractériserait la société moderne serait la différenciation sociale fonctionnelle. Cette thèse comporte une critique aussi bien de la théorie durkheimienne de la solidarité sociale organique que théorie néo-marxiste telle qu'on la trouve exprimée chez Bourdieu de la domination sociale. Selon Luhmann, la société contemporaine serait, je cite une formule qu'il utilise souvent, sans sommet et sans centre. Cela ne peut s'accorder ni avec une critique de la hiérarchie sociale, telle qu'on la trouve dans les sociologies de la domination, ni avec la théorie durkheimienne de la solidarité sociale, d'une solidarité organique où l'État, dit Durkheim, serait le système cérébrospinal de la société. J'ai présenté l'homme, j'ai présenté l'enjeu, je vais aborder maintenant une vue synoptique de la sociologie de
Luhmann. Dans la pensée de Luhmann, une interrogation épistémologique et méthodologique détermine entièrement les hypothèses sociologiques. L'interrogation épistémologique peut être abordée à travers le thème de la relation entre structure sociale et sémantique, qui aboutit à l'hypothèse d'une société fonctionnellement différenciée. Je traiterai donc dans un premier temps cette relation entre structure sociale et sémantique. Sous cet angle, la théorie de Luhmann est tout à la fois une théorie de la structure sociale et une théorie de la communication. J'aborde d'abord la structure sociale. Le traducteur de l'édition française de la Société, dans son introduction, nous donne un conseil utile lorsqu'il nous invite à commencer la lecture de l'ouvrage par le 4e chapitre. Celui-ci contient la théorie de la structure sociale de Niklas Luhmann. Nous vivons dans la société, disons-nous, mais sa structure reste une énigme. La société est-elle une solidarité organique, comme le pensait Durkheim? Est-elle un système de domination, comme le pense Marx et après lui Bourdieu? Comme dans tous les grands systèmes sociologiques, ceux de Marx, Spencer ou Durkheim, Luhmann part d'une histoire de la société. Dans l'évolution sociale, Luhmann distingue 4 formes. Les premières sociétés seraient des sociétés dites segmentaires. De petite taille, repliées sur elles-mêmes, elles connaissent une relative autarcie. On peut leur opposer les sociétés reposant sur la différenciation centre-périphérie, les grands empires, la civilisation grecque, qui oppose l'univers civilisé au monde chaotique des barbares. La société moderne ne procède pas directement de telles formes de société, mais d'une forme intermédiaire que Luhmann désigne par la notion de société stratifiée. Cette forme correspond à la structure sociale issue du Moyen-Âge. La société se caractérise alors par une territorialisation et une hiérarchisation. La question fondamentale de la sociologie peut se résumer ainsi. Qu'est-ce qui distingue la structure sociale de la société contemporaine d'une telle société stratifiée? Ici surgit le problème méthodologique central dans l'œuvre de Luhmann. Luhmann conteste radicalement la méthodologie durkheimienne, en ce sens qu'il ne croit pas qu'on puisse observer la société comme un objet extérieur, comme un ensemble de faits sociaux. En effet, ce que nous croyons savoir de la société et la sociologie même n'est jamais qu'un produit de la société, un discours de la société sur elle-même, une autodescription de la société. Pour comprendre la situation de la société contemporaine, nous devons admettre que toutes nos connaissances sont biaisées par le fait que nous sommes tributaires de ce que la société dit d'elle-même. Or, ce qui caractérise la société est précisément le fait qu'elle produit un discours sur sa propre consistance. En ce sens, les historiens de la sociologie tels que Raymond Aron ont raison de faire remonter l'origine de la sociologie au-delà de sa forme moderne. La sociologie moderne ne peut esquiver le fait qu'elle ne fait que retravailler un matériau issu de l'autodescription sociale. De même, les méthodes de la sociologie contemporaine, les enquêtes de terrain, les analyses statistiques ne sont que des formes de l'autodescription sociale. Ici peut être introduite la dimension de théorie de la communication de la sociologie de Luhmann. La sociologie qui vise la description de la société, c'est-à-dire une autodescription adéquate à son état à un moment donné, dépend du mode de communication de la société. L'objectif de la sociologie comme science serait précisément de distinguer entre les formes de l'autodescription sociale. Or, toute société dispose d'une autodescription. L'autodescription sociale est une condition du fonctionnement de la société parce qu'elle contribue à l'évolution sociale dans le contexte de la relation de la société à son environnement. Cette autodescription est désignée dans la théorie de Luhmann par la notion de sémantique. Toute société construit sa propre sémantique. La sémantique est tout à la fois la façon dont la société se connaît et l'instrument de son fonctionnement. La sémantique sociale est également le matériau de la sociologie.
Comment comprendre une société alors même que tout savoir est un produit de la société elle-même? Le sociologue doit admettre qu'à travers son propos, c'est toujours la société qui parle. La sociologie ne peut, selon Luhmann, que procéder à partir d'une comparaison des sémantiques, c'est-à-dire des autodescriptions sociales, et sur la base de telles comparaisons, échafauder des hypothèses concernant la structure sociale qui leur correspond. Cette question est l'objet du 5e chapitre de la société de la société. Je vais détailler donc à présent la théorie de la communication chez Luhmann. L'autodescription, de même que la structure sociale, dépend des techniques de communication de la société qui sont traitées dans le 2e chapitre de l'ouvrage. Les sociétés segmentaires reposaient sur une culture orale. Les sociologues peuvent ici se fonder sur une vaste littérature ethnologique. Ce qui caractérise la culture orale est qu'elle ne peut stocker l'information qu'en quantité limitée. D'où un univers représentant le monde à travers des récits où la temporalité se trouve limitée à quelques générations distinguées d'un passé mythique lointain. C'est naturellement l'écriture qui va permettre le passage des sociétés segmentaires à des sociétés à plus vaste échelle. L'écriture transforme la façon dont la société se décrit, notamment sa théorie de la temporalité. Grâce à l'écriture, dit Luhmann, les morts parlent aux vivants. L'approche fonctionnaliste de Luhmann se refuse cependant à établir une hiérarchie entre les formes de société. L'écriture, puis l'imprimerie, qui fonde le processus de stratification sociale, ne représentent pas un progrès, mais une évolution de la communication. Les cultures orales ne sont pas primitives, mais adaptées au type de société segmentaire. En posant que toute connaissance est une production fonctionnellement adaptée aux besoins de la société qui la produit, Luhmann démonte le mythe du progrès scientifique. Le savoir moderne n'est qu'une sémantique adaptée à la forme de la société contemporaine. La relation entre la pensée dite primitive et la pensée moderne se trouve donc inversée. La question n'est pas de savoir en quoi la pensée moderne se distingue de la pensée primitive, mais au contraire de les rapprocher, de les comparer et d'identifier dans la pensée moderne des équivalents fonctionnels de la pensée primitive, c'est-à-dire comment ces pensées répondent à la nécessité d'une autodescription sociale fonctionnellement adaptée à une structure sociale donnée. Or, l'autoreprésentation de la société contemporaine reste puissamment empreinte de schémas dénoncés par la sociologie. On imagine encore la société comme reposant sur un pacte social, sur un consensus entre des individus conscients et rationnels qui partageraient des intérêts communs. La notion de solidarité, qui entendait chez Durkheim comme solidarité organique, est recyclée dans un sens purement moral. D'où provient ce type de représentation, dont l'inadéquation à la description de la société moderne est démontrée par toutes les sociologies élaborées. Luhmann suggère qu'il s'agit du maintien dans la société contemporaine d'une sémantique adaptée à la société stratifiée. La société stratifiée reposait en effet sur une hiérarchie sociale. Cette société, forgée au Moyen-Âge, se différenciait largement en fonction de l'écriture. La couche supérieure de la société, maîtrisant l'écriture, disposait d'un privilège en termes d'autodescription de la société. D'où l'idée d'une légitimité liant la connaissance, la morale et la politique. On n'imagine pas en démocratie que les citoyens, conscients et rationnels, désignent pour les gouverner des dirigeants se distinguant par leur ignorance et leur malveillance. L'imaginaire de la démocratie est toujours celui d'une société stratifiée, reposant sur une légitimité morale et intellectuelle du pouvoir. Mais la société, à travers le débat public et les mouvements de protestation, semble douter de la conformité du fonctionnement de la société à un tel imaginaire. Luhmann analyse cette situation comme une irritation de la société vis-à-vis d'elle-même. Quel est le sens de cette irritation sociale? La théorie de la société fonctionnellement différenciée va expliquer précisément cette irritation. Je détaille un instant donc ce phénomène de l'irritation sociale.
Dans la dernière section du 4e chapitre, Luhmann théorise l'irritation sociale, le fait que la société ait de plus en plus de mal à se comprendre elle-même, c'est-à-dire à assumer son propre imaginaire social, sa propre autodescription, comme une rupture entre la structure sociale et la sémantique de la société. Lorsque l'on dénonce les insuffisances de la démocratie, l'hypocrisie du système social, ce n'est pas, selon Luhmann, qu'il faille revenir en arrière, renouer comme on l'entend parfois avec un temps où la démocratie avait encore un sens, mais qu'on ne dispose pas d'une représentation adéquate à la société dans laquelle on se trouve. Tel est l'enjeu de la sociologie de Niklas Luhmann, fournir une autodescription, une image, pour ainsi dire, adéquate à la société contemporaine. Si les autodescriptions en cours de la société ne fonctionnent plus, l'hypothèse peut être posée qu'elles ne correspondent plus à la structure de la société. Il convient de s'interroger sur ce qui a changé dans la structure sociale pour que la société ait tellement de difficultés à se comprendre elle-même. L'hypothèse travaillée par Luhmann tout au long de son parcours intellectuel est que nous serions passés d'une structure sociale stratifiée à une structure sociale fonctionnellement différenciée. En un mot, il semble que la société soit trop complexe pour l'imaginaire social. Nombre de problèmes rencontrés par la société peuvent être référés à la notion, exploitée par Edgar Morin, de complexité sociale. L'idéal d'une société hiérarchisée, pilotée par des gouvernants à la fois bien intentionnés et savants, correspondait à la simplicité d'une stratification sociale fondée sur la hiérarchie. Face à la déception politique, le citoyen formule deux hypothèses. Les gouvernants sont soit ignorants, soit corrompus. En effet, si les gouvernants ne se mobilisent pas suffisamment contre le réchauffement climatique, c'est qu'ils n'ont pas lu les rapports des scientifiques. Si les gouvernants, après avoir lu les rapports des scientifiques, persistent à ne rien faire, c'est qu'ils sont mal intentionnés. Le véritable problème est ici qu'il est improbable que la majorité du corps électoral s'attelle un jour à la lecture de ces rapports. Rien n'interdit par ailleurs en démocratie que des personnalités politiques jettent le doute sur les rapports des scientifiques et opposent la véritable légitimité démocratique à une forme de technocratie savante. Ce qu'on constate ici est qu'il existe dans la société contemporaine une rupture entre la légitimité scientifique et la légitimité politique. C'est ainsi que le peuple peut désigner de façon démocratique des dirigeants qui choisissent délibérément la voie de l'ignorance au nom de la démocratie. Cette situation est dénoncée par les expressions de populisme ou de démagogie. Mais l'hypothèse sociologique peut être formulée qu'il ne s'agit là que d'un effet de contradictions internes à la structure sociale. Ce type de contradiction apparaît sous des formes multiples. Il ne s'agit pas seulement de la contradiction entre la légitimité scientifique et la légitimité politique. On constate également des conflits entre la légitimité politique et la légitimité judiciaire. Tel homme politique, poursuivi devant les tribunaux, dénoncera les excès des juges alors qu'il considère n'avoir d'autre but que la poursuite du bien commun. Comment la loi pourrait-elle se mettre en travers de l'intérêt général? De même encore, comment expliquer que dans la société contemporaine, l'accroissement constant des connaissances scientifiques n'entrave pas l'exacerbation des fondamentalismes religieux? La société contemporaine apparaît comme le lieu de contradictions croissantes et se trouve irritée par ses propres contradictions. Les scientifiques s'indignent de l'inaction des politiques, les politiques dénoncent les excès des juges, les fondamentalistes se scandalisent du blasphème. La société semble en proie à une ébullition dont certains imaginent qu'elle pourrait aboutir à une dislocation. Dans ces circonstances, la sociologie, dans une perspective luhmannienne, se doit de garder la tête froide et d'analyser la situation en termes de relations entre structure sociale et sémantique. L'irritation sociale peut s'expliquer par le fait que la société ne dispose pas d'une autodescription appropriée à sa propre structure. D'où l'hypothèse théorique d'une société fonctionnellement différenciée, d'une société sans sommet et sans centre. L'hypothèse proposée par Luhmann est que la société contemporaine, contrairement à la société stratifiée, serait donc sans sommet et sans centre, qu'elle se trouverait éclatée entre des sphères
fonctionnant séparément. La politique, la science, l'économie, la religion, mais aussi le droit, l'art, le système d'éducation ou le système de santé. C'est précisément l'autonomie de ces systèmes, l'impossibilité d'une coordination harmonieuse qui expliquerait les contradictions et les irritations de la société contemporaine. Comment constater empiriquement ce phénomène de différenciation sociale fonctionnelle de la société? La notion de structure sociale peut être référée à la sociologie des organisations. À chaque système social correspond un type d'organisation sociale. La politique s'incarne dans les organes de gouvernement, la science dans les institutions de recherche, l'économie dans l'entreprise, la religion dans les églises, le droit dans les tribunaux, l'art dans les musées, les expositions, les salles de concert, l'éducation dans les écoles et les universités, etc. Une sociologie des organisations nous donne des instruments empiriques convaincants lorsqu'il s'agit de mettre à l'épreuve la théorie de la différenciation sociale fonctionnelle. Il est indiscutable que la société moderne a évolué dans le sens d'une organisation de plus en plus complexe, où les organisations sociales apparaissent de plus en plus spécialisées. L'entreprise, comme organisation spécifiquement vouée à l'activité économique, n'existait pas au Moyen-Âge. Ce qui caractérise l'entreprise moderne est qu'elle se distingue nettement de la famille. De même, ce qu'on dénonce comme la confusion des pouvoirs de la monarchie absolue s'explique par l'indistinction du politique et du juridique. De même encore, la confusion entre Église et État s'expliquait par l'indistinction entre religion et politique. La complexification sociale, la multiplication des organisations spécialisées explique donc l'obsolescence d'une autodescription sociale reposant sur l'idée d'une unité de la société et d'une hiérarchie au sein de cette société. L'entreprise comme organisation vouée à une fonction économique, l'Église limitée à sa fonction religieuse, l'État réduit à sa fonction politique, les organismes de recherche spécialisés, tout ça révèle une organisation sociale profondément distincte de l'organisation des sociétés qui ont précédé la société contemporaine. C'est ainsi que la sociologie de Luhmann propose une hypothèse destinée à répondre à un nombre d'interrogations. La société moderne serait une société différenciée par des fonctions sociales, mais qui se décrirait encore à l'aide des restes d'une sémantique remontant à une forme antérieure de société, la société stratifiée. Arrivé en ce point, la question se pose de savoir comment s'opère cette différenciation fonctionnelle. C'est ici que l'on entre dans la sophistication de la sociologie de Luhmann. La différenciation fonctionnelle s'analyse en termes de communication avant de s'analyser en termes d'action. Luhmann s'oppose à l'auteur qu'il avait introduit en sociologie, le sociologue américain Talcott Parsons, ou encore à la sociologie de Max Weber. Il n'est pas nécessaire ici d'entrer dans le détail. L'idée qu'il faut retenir, c'est que les systèmes sociaux fonctionnellement différenciés fonctionnent, pour ainsi dire, en parallèle. La sociologie utilise en la matière la notion de rôles sociaux. L'idéal de la société stratifiée renvoyait à l'acteur social, pour utiliser une notion non luhmannienne, l'acteur social, n'est-ce pas, une image unifiée. Le père de famille du droit romain était tout à la fois maître dans sa maison, citoyen dans la cité et chef d'entreprise. Son autorité était identique sur ses enfants et sur ses esclaves. C'est encore en tant que chef de famille et en tant que représentant de cette unité domestique et non en tant qu'individu que le citoyen romain siégeait dans les instances politiques. L'individu de la modernité endosse au contraire successivement une multiplicité de rôles sociaux distincts et parfois même contradictoires. Il est tantôt électeur, n'est-ce pas, tantôt consommateur, tantôt fidèle d'une religion, tantôt sujet de droit, tantôt patient du système de santé, etc. C'est ainsi que les contradictions de la vie sociale se répercutent dans la fragmentation de la vie de l'individu. Mais l'individu n'est pas dans la sociologie de Luhmann une essence, une
réalité irréductible. Tout au contraire, il est un produit de la société nécessaire précisément pour coordonner le fonctionnement de systèmes sociaux différenciés. C'est à travers l'individu, produit par la modernité, et endossant des rôles sociaux différenciés, que les systèmes sociaux peuvent se coordonner, quoique de façon, comme nous l'avons vu, imparfaite entre eux. J'en arrive à ma conclusion. En quoi la sociologie de Luhmann peut-elle intéresser les juristes? Nous venons d'avoir un aperçu de la théorie de la société fonctionnellement différenciée. Cette approche comporte-t-elle une quelconque utilité? Je voudrais défendre l'idée d'une applicabilité de cette théorie à la compréhension du droit moderne. Selon Luhmann, le droit dans la société moderne est un système social fonctionnellement différencié. Nous pouvons comprendre la fonctionnalité du droit par comparaison à la fonctionnalité de la science. Le droit produit, pour ainsi dire, de la légalité, alors que la science produit des vérités. Luhmann pose une question inhabituelle lorsqu'il s'interroge sur la fonction sociale de la vérité scientifique. Pour résumer en un mot, disons que la vérité scientifique permet des anticipations. D'un point de vue strictement pragmatique, la vérité scientifique permet de s'orienter en fonction des connaissances. La science nous informe sur ce qui va advenir. Si l'on met en place un confinement, si l'on vaccine les populations, si l'on ne limite pas le réchauffement climatique, etc. Le besoin croissant de connaissances de la société moderne s'explique cependant aussi par la complexité sociale croissante. La complexification de la société engendre un besoin de nouvelles sciences. Une fois la monnaie instituée, nous avons besoin d'une science prévoyant ce qui se passe si l'on crée de la monnaie ou si au contraire on limite l'émission de monnaie. La complexité sociale explique également l'essor des sciences sociales. Un lien est donc assez facile à établir entre le développement exponentiel de la connaissance scientifique et la complexité sociale croissante. La complexification de la société permet une autonomisation de la science et appelle parallèlement à la multiplication des connaissances et des domaines de connaissances. La complexification de la société est tout à la fois une réponse à des problèmes et la cause de nouveaux problèmes. La société fonctionnellement différenciée provoque des irritations, c'est-à-dire suscite une attente de réponse à des questions. L'essor de la science moderne est un effet de cette situation. La science ne peut toutefois pas traiter toutes les questions. La science est en particulier inapte à anticiper des comportements humains caractérisés par l'arbitraire, par ce que Luhmann désigne par la notion de contingence. Au volant d'une voiture, on ne peut prévoir scientifiquement si un piéton va ou non traverser la voie publique. En revanche, l'existence d'un passage clouté nous fournit une information sur le risque qu'un piéton s'engage sur la voie publique. Une limite de la science concerne donc les interactions sociales. Les questions qui ne peuvent, en la matière, être traitées en termes de vérité, peuvent l'être en termes de normes. Si l'on traite les problèmes en termes d'anticipation, on constate qu'un moyen de prévoir les comportements consiste précisément dans les normes sociales. On peut évoquer en ce sens les conventions sociales. Croisant le matin un collègue dans les couloirs de l'université, je m'attends à ce qu'il me salue et non à ce qu'il m'assène un coup. Les conventions sociales apparaissent en ce sens comme un moyen de limiter l'indétermination de l'avenir dans le contexte des interactions sociales. Dans l'univers des normes, le droit apparaît dans la société contemporaine beaucoup plus différencié que dans les sociétés antérieures. Sous l'Ancien Régime, le droit était encore fortement imprégné de religion. Les sources du droit étaient mobilisées, les sources religieuses étaient mobilisées par l'argumentation juridique. Ce qui caractérise le droit de la modernité est qu'il tente à se spécialiser et pour ainsi dire à se techniciser. Cela est repérable au plan des sources du droit à travers le vaste mouvement de codification entamé dès la seconde moitié du XVIIIe siècle et qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. À travers la codification, le droit met l'accent d'une façon tendancielle sur la rigueur de la rédaction.
La méthode syllogistique préconisée par Beccaria vise à accroître la soumission de la décision juridictionnelle au principe de l'égalité. Les philosophes des Lumières dénonçaient l'ésotérisme du droit, qu'ils voyaient comme la science secrète d'une corporation, pour défendre l'idée d'un droit accessible à tous et inscrit dans des textes publics. D'un point de vue sociologique, cette évolution ne doit pas être vue comme un phénomène d'émancipation sociale, mais comme l'assujettissement du droit à une fonction d'anticipation accrue des comportements sociaux. Des normes précises, dont la violation est sanctionnée par les tribunaux, garantissent de façon plus efficace l'anticipation sociale des comportements. Le droit apparaît alors comme un appui à l'évolution des autres systèmes sociaux, c'est-à-dire plus généralement à la différenciation sociale fonctionnelle. C'est ainsi que le développement du système bancaire ne saurait se comprendre sans l'absolutisation du droit de propriété. Le droit de propriété, strictement garanti, et la liberté contractuelle sont des conditions du développement des échanges économiques et même de la monétarisation de l'économie. En somme, l'évolution du droit s'explique par l'évolution sociale et par la fonction remplie par le droit au profit de l'évolution sociale. Au plan microsocial, le droit permet des anticipations en termes de comportement. Les feux de circulation, par exemple, s'entendent comme un moyen d'aborder un croisement avec quelques certitudes. Nous respectons le feu rouge moins par respect pour l'autorité ou par crainte d'une amende que par crainte d'un autre automobiliste susceptible de croiser notre route. Nous déposons notre argent auprès d'une banque car nous savons que le banquier ne pourra sans risque faire main basse sur nos économies. Dans la sociologie juridique lumanienne, le droit trouve une explication dans sa fonction concrète. Cette fonction n'est pas seulement en relation avec l'autorité politique. Les régimes autoritaires disposent aussi d'un droit de la circulation. Le droit ne s'explique pas non plus par une théorie de la justice. Beaucoup de règles de droit ne s'expliquent pas par un enjeu moral. Les choix juridiques, comme le fait de rouler à droite ou à gauche sur les routes, sont souvent contingents. Ils s'imposent cependant là où la société attend une règle pour limiter l'aléa. Cette même fonction se retrouve au niveau macrosocial, en ce sens que le droit, selon Luhmann, ne fonde pas la différenciation sociale fonctionnelle, mais la soutient, la stabilise. Dans l'état de droit, sous sa forme la plus aboutie, un lien peut être établi entre les droits fondamentaux et la différenciation sociale fonctionnelle. La liberté religieuse limite la capacité de l'État à porter atteinte à l'autonomie de la religion comme système social. La liberté de la science et de l'enseignement vise à limiter l'exercice du contrôle politique sur, notamment, les institutions de recherche et d'enseignement. La liberté du commerce et de l'industrie garantit l'autonomie de l'économie par rapport à la politique. La sociologie de Luhmann propose donc des hypothèses stimulantes en ce qui concerne la question de la fonction sociale du droit. Le droit, comme système social, reposerait, selon la théorie de Luhmann, sur une fonction sociale principale que Luhmann englobe sous l'expression abstraite de stabilisation des attentes normatives de la société. C'est ainsi que la complexification de la société explique aussi l'essor du droit dans la société moderne. De même qu'une société complexe a besoin d'un stock sans cesse croissant de connaissances, elle a également besoin d'un stock croissant de normes précises. C'est cela qui explique, dans une société déstabilisée par sa propre complexité et par les risques technologiques, l'essor extraordinaire du droit et l'importance sociale croissante des juristes. Je vous remercie pour votre attention. Bien, merci beaucoup, cher Hugues. Je ne sais pas si on peut montrer aussi le public. C'est l'intervenant qui est le plus important. Oui. Oui. Merci beaucoup. Est-ce que il y a des réactions ou des questions, que ce soit dans la salle ou au niveau des personnes qui se sont connectées? Oui, je vais avoir plusieurs questions. Je parle bien fort. Ouais. Je vais avoir plusieurs questions. Alors,
en tant que béotien, parce que je découvre une grande partie des travaux du chercheur du sociologue que tu as présenté. Alors, j'ai une lecture, tu m'en excuseras, mais je me suis projeté nécessairement sur la question de l'Union européenne et forcément de la notion même déjà de société que utilisée à plusieurs reprises. Et je me suis posé la question de savoir comment l'auteur appréhendait cette notion de société. C'est-à-dire, est-ce que cette notion de société que tu as régulièrement utilisée se limitait finalement à une communauté, à un territoire et donc renvoyant un État, ou si finalement ça pouvait dépasser le stade de l'État, et donc pour moi celui même de 27 États, de 27 peuples, globalement, qui se regroupent, et du coup d'avoir cette lecture aussi en se projetant sur si la lecture qu'il en avait était finalement, si on pouvait se projeter sur une construction interétatique, en tout cas supranationale. Et puis ensuite, je me suis posé sur la fin de ton intervention, sur la fonctionnalité du droit, et tu es revenu sur l'idée des feux rouges ou autres. Et je me suis projeté sur les réflexions que j'ai sur la démocratie européenne et la démocratie de l'Union européenne, en disant finalement cette Bruxelles constamment vue de loin. Il apparaît très clairement que les compétences données aujourd'hui à l'Union européenne, sur le plan fonctionnel, interrogent peu. En grande partie, certaines interventions sont nécessairement supranationales parce qu'en réalité, l'État n'est pas susceptible. Et pourtant, l'acceptabilité, la validité même de cette norme pour cette société, si on la définit, eh bien on se rend compte qu'il y a une défiance et qu'en réalité, on a une différence, peut-être de la société telle que tu la reprendras et qu'il voit et celle qui a une dimension peut-être effectivement plus interétatique. Alors effectivement, j'ai vraiment présenté de façon très schématique la théorie de Luhmann et je ne suis pas entré dans les aspects, je dirais, les plus sophistiqués, mais en fait pour lui, la société n'est pas composée d'individus, mais en fait elle est composée de communication. Donc c'est vraiment quelqu'un qui prend la sociologie au pied de la lettre, c'est-à-dire ce qui existe, c'est la société. Et les individus ne sont qu'un produit de la société. Donc il abandonne totalement le paradigme de l'individualité comme structurant la société. Il considère la société comme un ensemble, alors la société contemporaine, comme un ensemble de systèmes de communication. Donc le droit, c'est un système de communication fondé sur la légalité, la science, c'est un système de communication fondé sur la vérité, la religion est un système de communication fondé sur le problème de la transcendance, etc. Et donc on a affaire qu'à des systèmes de communication, et la société elle-même est un système de communication fondé sur d'autres systèmes de communication, et c'est toute la difficulté de comprendre la société contemporaine. Du coup, il en arrive à gommer complètement, et c'est là que l'intervention est pertinente, il arrive à gommer totalement l'État comme réalité structurante de la société. Et donc, la société qu'il décrit, donc en particulier dans la société, c'est une société globalisée, et il pense que, de toute façon, par exemple, si on prend le droit, alors il y a toute une filiation luhmannienne dans les études sur le droit transnational. Donc le droit est forcément transnational. Et par conséquent, effectivement, alors il y a une thèse qui a été soutenue il y a quelques années par Esteban Kaipel, qui est aujourd'hui professeur en Argentine, qui a été soutenue à Luxembourg justement sur une interprétation luhmannienne de l'Union européenne. Et donc effectivement, dans le domaine du droit international, public ou privé, dans le domaine du droit communautaire, il y a une possibilité d'utiliser les catégories luhmanniennes pour comprendre ce qui se passe. Alors, ce que tu évoquais dans un deuxième temps, justement, les résistants, c'est-à-dire effectivement, par exemple, je ne sais pas, on peut prendre le Brexit, qui est tout à fait, je dirais, d'un point de vue juridique relativement absurde, puisque finalement, les Britanniques quittent l'Europe, alors ils vont remplacer les normes européennes par quoi? En définitive, par les mêmes normes
Donc, parce que justement, le droit est une réalité transnationale, et donc c'est bien effectivement dans ces mouvements de protestation, dans ces populismes, qu'on trouve l'incarnation de cette conception qui est aujourd'hui dépassée de la société stratifiée, qui serait donc une société hiérarchisée. Alors on attend le dictateur qui va nous sauver des affres de la situation présente. Cette société est conçue comme territorialisée, alors que la communication n'est plus du tout territorialisée. Et donc effectivement, les résistances à l'Union européenne, les résistances à la globalisation, telles qu'elles s'expriment, sont souvent l'effet de ce que j'évoquais, à savoir une rémanence en quelque sorte d'une sémantique dépassée. Bravo, j'ai trouvé cet exposé absolument passionnant, c'est vertigineux. J'ai juste deux, trois petites questions, mais alors peut-être que ce sont des confusions de ma part, mais j'ai trouvé que c'était très hegelien, il y a un côté très hypostatique dans la société que tu sembles montrer chez Luhmann, et c'est pas trop notre culture française. Moi, je suis très, très frappé par cela, et en même temps, il semblerait qu'il y ait beaucoup lu, parce qu'on retrouve un peu du Guy, on retrouve surtout du Spencer, manifestement, et en même temps, tu viens de le préciser, il n'y a pas d'individualisme, manifestement. Mais il y a quand même deux questions que je voudrais te poser, parce que je les ai notées en t'écoutant. Lorsque tu parlais d'autodescription sociale, c'est le concept, un des concepts clés de la pensée de Luhmann, mais qui va rendre compte de cette autodescription? Est-ce qu'il n'y a pas des acteurs? Est-ce qu'il n'y a pas une élite dans la pensée? Enfin, je suis resté un peu perplexe. Lorsque la société parle d'elle-même, est-ce qu'il y a une élite qui en rend compte, ou est-ce qu'on est toujours, ou est-ce que c'est le sociologue, donc lui, qui explique ce qu'est cette autodescription, qui en rend compte et qui en est le porte-voix presque sacré, religieux, et qui serait une sorte de dépositaire du savoir de ce qu'est cette société, clairement une essence presque religieuse. Et puis, qu'est-ce que... Oui, peut-être que je peux répondre moi-même. Alors, sur le côté hegelien, c'est effectivement évident que ce lien a été établi, cette ressemblance entre disons, le mode de pensée hegelien et le mode de pensée hegelien qui est un mode de dépassement. C'est-à-dire, on ne dit jamais, par exemple, un tel a tort, on dit, voilà, il y a un mouvement dialectique et il est inscrit à tel point de cette dialectique. Eh bien, Luhmann est exactement dans la même position. Par exemple, on peut utiliser sa théorie du droit pour critiquer le kelsonisme, mais lui, il ne critique pas le kelsonisme, il dit que le kelsonisme, c'est une expression du droit tel qu'il existe aujourd'hui, qui s'autodécrit. Alors ensuite, sur la question de l'autodescription, d'où elle vient. Le problème de l'autodescription, c'est, au fond, même quand, par exemple, quelqu'un dit « je suis un individu », c'est la société qui s'autodécrit comme constituée d'individus. Donc l'autodescription, elle est liée à toute communication. Toute communication est un phénomène d'autodescription. Alors par exemple, il est clair que dans la société stratifiée, il y avait un certain monopole de l'autodescription de la société par les clercs, parce qu'ils maîtrisaient l'écriture, mais ça n'exclut pas le fait que les paysans avaient sans doute aussi une vision peut-être un peu différente. Mais voilà, l'autodescription, elle peut s'exprimer un peu partout. Mais ce qui caractérise le problème de la société, c'est que, en fait, dans la société fonctionnellement différenciée, vous avez une autodescription de la société qui vient des juristes. Pour les juristes, alors c'est par exemple la loi fondamentale, les droits fondamentaux, etc. C'est une façon de décrire la société est fondée sur les droits. Les économistes vont nous dire, la société, en fait, c'est un marché. Donc elle est composée d'entreprises, de consommateurs, etc. etc. Les scientifiques vont avoir une autre, ils vont présenter la société comme, plutôt, c'est ça un peu ce qui est difficile à comprendre, c'est que pour Luhmann, il n'y a pas une réalité extérieure à la société. Donc quand les scientifiques disent, en fait, quand ils parlent du Big Bang, en fait, c'est une autodescription de la société d'une certaine façon. La société est inscrite dans un univers en Big Bang. Phénoménologie de la société. La théorie de Luhmann, une phénoménologie de la société. Oui. C'est tout à fait ça, effectivement. Alors,
l'une des voies d'entrée, c'est Husserl. C'est effectivement, c'est l'une des grandes influences de la théorie Luhmann, et c'est pour ça que, par exemple, chez les juristes, parfois, il manque un peu de culture philosophique pour rentrer dans le système. Mais effectivement, ce qui est important, c'est pas la réalité, mais c'est la façon dont la réalité apparaît, c'est-à-dire la communication, puisque au fond, il y a toujours la communication, c'est toujours un écran entre la réalité et puis ce qui parle. Oui, bien sûr. C'est absolument passionnant, mais il y a une chose qui m'a frappé, deux questions. Est-ce qu'il a vraiment un discours évolutionniste? Est-ce qu'il y a vraiment comme chez Spencer, la société militaire avant la société industrielle? Est-ce qu'il y a dans les écrits de Luhmann une évolution vers cette société fonctionnellement différenciée, etc. Ça, c'est la première question. Et quid du statut de la tradition et de la coutume dans son propos? On dit qu'il y a une grande absence, c'est la morale, la coutume, la tradition. Est-ce qu'il lui réserve une pensée, une place dans son construction théorique? Pas du tout. Alors, sa pensée est vraiment expressément dans la société de la société. Il y a un chapitre consacré à l'évolution. Donc, il s'inscrit effectivement dans cette idée. Alors, il évoque souvent le paradigme darwinien, n'est-ce pas, variation, sélection, stabilisation, etc. Donc, effectivement, il s'inscrit dans alors je dirais presque une tradition où la société ne peut être vue que comme évolution. Et alors, quand on dit évolution, ça s'oppose évidemment à l'idée de progrès ou à l'idée d'une fin. Donc, effectivement, c'est une pensée qui se présente comme expressément évolutionniste. Alors, sur l'autre question, est-ce qu'il y a une dimension morale? Est-ce qu'il peut se rattacher même à un courant chrétien? Alors, dans sa pensée, pas du tout. Est-ce qu'il y a une théorie du alors, pouvoir? la tradition, bon, c'est une sémantique pour lui. Donc, il étudie la tradition et, bon, c'est ça, c'est ce que j'ai voulu expliquer, c'est qu'il étudie pourquoi la tradition ne fonctionne plus. Et donc, il dit, la tradition, c'est vrai que si on lit, par exemple, la littérature, même du XVIIIe siècle, il y a assez peu de protestation. La protestation, c'est devenu un phénomène moderne, c'est typique de la société moderne. Mais comment expliquer cette protestation? C'est justement lié à l'inadéquation de la société et de la tradition. Donc la tradition, c'est vraiment sa base d'étude, parce que la société, il ne l'étudie pas comme un fait social, à la façon de Durkheim, il ne croit pas à l'empirisme, ou plutôt l'empirisme ne peut porter que sur la sémantique. Donc la question, c'est, on va partir justement de la tradition, et pour voir quelle est l'attitude de la société moderne par rapport à la tradition. Alors il y a de longs développements sur, donc il développe une sorte de synthèse de la tradition, montrant en particulier que la tradition repose sur l'ontologie. L'ontologie est conçue comme une sémantique et pas comme quelque chose ayant trait à un réel, et donc ça lui permet de démonter toutes les théories de la réalité objective, les théories aussi des approches empiriques de la société, etc., etc. Maintenant, sur la religion, alors ça c'est un problème particulier, parce que la religion, elle existe. Et il ne nie pas du tout que la religion, elle existe. Donc c'est un système social parmi d'autres. Il fonctionne. Il ne considère pas que la société moderne est moins religieuse que la société antérieure. Au contraire, il dit plus la religion s'émancipe, plus elle se radicalise. Donc le fondamentalisme religieux, ce serait une conséquence de l'autonomie de la religion. Mais son attitude vis-à-vis de la religion est purement sociologique. Mais ça n'exclut pas que lui puisse être religieux, mais dans le système de la religion, mais pas en tant que sociologue.
Et dans un ouvrage notamment, il rend hommage à son épouse qui était décédée, qui était très croyante. Et il dit implicitement, je vais traiter de la religion en sociologue, mais ça n'exclut pas qu'on puisse par ailleurs être croyant. C'est l'avantage, je dirais, parce que au fond, c'est une pensée qui est assez positive dans ce sens que la société moderne nous donne une multiplicité de possibilités. On peut jouer les différents rôles, mais c'est vrai que, par exemple, quand on va être dans l'isoloir, on va choisir entre 2-3 partis politiques. Quand on va être dans un linéaire de supermarché, on va choisir le produit le moins cher. À chaque fois, on agit dans un contexte particulier, ce qui implique des contradictions. Par exemple, celui qui d'un côté va voter, je ne sais pas, à gauche, et puis de l'autre côté, va se comporter en capitaliste rationnel lorsqu'il est dans le marché. Donc la vie humaine est fragmentée de cette façon. Mais ça, ce que tu dis est intéressant parce que, en réalité, je vais prendre un exemple assez simple. Sur la contradiction, c'est un même comportement. Sur les élections régionales, sur les élections départementales, on a une région qui est à droite, qui est à gauche, excuse-moi, où tous les départements sont en revanche à majorité de droite. C'est-à-dire que la contradiction entre deux élections au même moment font qu'on n'a pas le même résultat électoral. Et pourtant, c'est la même isoloir. Moi, la question que a suscité chez moi ta réponse à la suite de la question de Tanguy, c'est de se dire finalement, c'est quelqu'un qui a vécu en Allemagne, à quel point finalement son histoire personnelle de ce qu'il a finalement, de ce que la société lui aussi, dans le sens plus traditionnel du terme, lui a irrigué chez lui. Parce que je me disais en même temps, et c'est alors peut-être que je me trompe sur la société allemande, mais je me projetais du coup sur la société française et sur les traditions, et que en France, la coutume, notamment, on sait sur certaines régions, je pense à la tauromachie, je pense également aux langues régionales qui bien avant même ont été faites, sur les prénoms. En Bretagne, en Alsace, c'est une tradition qui a fait qu'au regard d'un calendrier spécifique, on a permis à des prénoms qui n'étaient pas dans le calendrier chrétien de perdurer. Saint-Paterne, Breton, Renan, Noël, je pense qu'il y en a plein. Et je me disais, finalement, à quel point dans la lecture que toi tu as la double culture, du coup, d'une certaine manière, Non. parce que, non mais, tu t'es quand même très imprégné, et à quel point est-ce que tu ressens finalement, dans son travail, finalement, son parcours en Allemagne a-t-il pu peser? Est-ce que tu ressens du coup dans ton regard aussi, ce que tu projettes, je présume aussi, parfois dans ce que tu perçois du droit français, à quel point effectivement ça peut se transposer ou à quel point effectivement il y a des limites finalement aux éléments qu'il a posés et que ce qui est peut-être vrai au regard de ce qu'il a pu observer en Allemagne est peut-être moins vrai, j'allais un peu dire, non mais dans ce qui relève des pays latins, où l'oralité, finalement, avait encore une place très forte, et sur des traditions et sur des coutumes, si on revient un peu où il y a énormément de choses qui se transposent, et où même la France, je vais plus loin, a accepté, par exemple, en Polynésie ou en Nouvelle-Calédonie, eh bien le droit coutumier reste un droit à part entière, avec aujourd'hui une citoyenneté, une nationalité des qui sont et qui coexistent avec en réalité le droit écrit. Alors, la question de savoir dans quelle mesure finalement la pensée de Luhmann reflète spécifiquement la culture allemande, on peut même inverser le problème. La difficulté de la réception française de Luhmann, elle s'explique précisément par une différence de culture. Alors, il y a quelques années, j'avais fait une intervention sur la théorie de la sécularisation chez Luhmann, et donc dans un séminaire, et certains intervenants disaient, mais finalement, sa théorie de la religion, c'est une théorie typiquement protestante. Et à partir du moment où on pense que la religion, c'est un système autonome, qui est distinct de la politique, à ce moment-là, ça devient une question d'intériorité. Et ça reflète effectivement l'approche protestante de la religion, beaucoup plus que l'approche catholique.
Donc, effectivement, alors il y a aussi, par exemple, il a écrit sur les droits fondamentaux, des choses qui seraient plus difficilement transposables en France. De même encore, il me semble que pourquoi en France, nous avons une bonne réception de Jürgen Habermas et pas de Niklas Luhmann. C'est parce que Habermas, c'est une théorie républicaine en quelque sorte. Donc en France, c'est vrai qu'on reste attaché à une conception assez stratifiée avec une sacralisation de l'État. Et donc effectivement, on ne peut pas dissocier la pensée de Luhmann du terreau de la culture allemande dans laquelle elle s'enracine. Si on suit bien Vincent là, sur la spécificité de certains droits qui demeurent à l'intérieur donc du droit. Et là, j'en viens à ce que vous avez dit sur la question de la fragmentation. Donc, si parmi les différents éléments de communication, il y a le droit, par exemple, à l'intérieur même du droit, il y a des éléments de fragmentation, encore. Et alors, ça me fait penser aussi, alors c'est peut-être beaucoup plus prosaïque comme sociologie, à ce que Jérôme Fourquet a souligné, ça, sur l'archipel français, par exemple. C'est-à-dire la dispersion aujourd'hui des éléments de pensée, des éléments sociaux, la multiplication, l'éclatement, on va dire, de la société française dans différents atomes et différents éléments qui sont très différents les uns des autres. Ça rejoint un petit peu ce que vous avez dit, c'est-à-dire cette idée de fragmentation, même à l'intérieur de la structure sociale, il y a toute une fragmentation qui existe, que l'on constate aujourd'hui. Parce que c'est opératoire pour analyser, par exemple, la société française en parallèle à cette idée de l'archipel français. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'avoue que là, j'ai un peu quelques difficultés parce que le droit, bon, dans la théorie de Luhmann, mais on peut dire, Luhmann pose des hypothèses, il ne nie pas qu'il y ait différentes formes de structures sociales qui cohabitent dans une société donnée. On n'efface pas, la globalisation n'a pas effacé. Sur l'exemple du Luhmann, il y a différents systèmes encore. Mais ce qui est certain, alors justement, ça c'est peut-être une limite parce que donc, dans son ouvrage, je dirais, conclusif en quelque sorte sur le droit, il présente le droit comme un système unifié. Et peut-être ici, il y a des limites. Alors, moi, par exemple, dans ma réflexion autour du système fiscal, je me pose la question de savoir si le système fiscal ne serait pas en soi un système... voilà. Donc, mais cela dit, Luhmann ne voyait pas son système comme quelque chose de définitif. Par exemple, en ce qui concerne la pandémie, la question qui me semble apparaître, c'est l'autonomie du système de santé. Mais ça, Luhmann n'avait pas du tout abordé cette question, il n'a pas consacré un ouvrage au système de santé, mais il y a des passages où il dit, effectivement, il y a un système autonome qui repose sur la distinction la santé et la maladie, etc. Donc il donne des pistes comme ça, qui peuvent éventuellement être poursuivis. Donc il y a de nombreux auteurs dans cette filiation qui vont développer leur propre approche, mais ce n'est pas un système dogmatique en fait. Et c'est là peut-être une différence par rapport à Hegel. Moi, si c'est la sociologie, c'est pas dogmatique. Et donc, ça ne devrait pas l'être. Et donc, en ce qui concerne le droit, il est vrai que, mais cet aspect n'a pas tellement, à mon avis, été étudié par Luhmann, c'est que le droit dans une société complexe, il prend des formes multiples qui sont adaptées à ces différents objets, le droit économique, le droit de la santé, etc. Mais ça, c'est pas un objet qui a été traité par Luhmann. Alors moi, j'avais quelques questions. Quand tu évoques donc le passage d'une structure sociale stratifiée à une structure sociale fonctionnellement différenciée, tu nous dis pas le moment de ce passage. Est-ce que Luhmann le date? Parce que ce qui m'a un petit peu perturbée, c'est que tantôt tu parles de société moderne, tantôt de société contemporaine. Et alors, à moins que tu considères que la modernité corresponde à la société contemporaine, mais là-dessus, j'ai eu un doute au niveau de la temporalité en quelque sorte. Oui, effectivement. Alors, en fait, le début, ça commence au XVIIe siècle.
c'est là que le phénomène de différenciation fonctionnelle commence à émerger. Mais ça se passe sur une temporalité longue, 18e, 19e siècle. Et dans mon propos, moderne et contemporain, disons moderne, c'est ce mouvement qui aboutit à la société contemporaine, mais la sociologie Luhmann est une sociologie de la modernité, c'est-à-dire que au cœur de sa sociologie, l'interrogation, c'est la spécificité de la société moderne. Oui. Voilà. Donc voilà, moderne, contemporain, pour moi, c'est à peu près équivalent. Maintenant, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a différents systèmes qui vont se différencier. Alors, l'économie, mais aussi, par exemple, l'art. Et en fait, la temporalité de la différenciation n'est pas uniforme. Donc, par exemple, l'art, donc Luhmann analyse l'art moderne comme un art vraiment différencié. Mais ça se fait, je dirais, à la fin du 19e, début du 20e, alors que l'économie, ça se fait beaucoup plus tôt. Donc en fait, chaque système a sa propre temporalité, et donc la différenciation fonctionnelle se fait sur, mettons, 2 siècles, mais avec des évolutions qui ne sont pas synchronisées entre les différents systèmes. Mais ça qui peut un peu perturber, parce qu'on ne parle pas d'entreprise au XVIIe siècle, on a l'impression qu'il y a des éléments qui sont assez contemporains et d'autres qui sont beaucoup plus anciens dans cet éclatement ou dans ce cloisonnement de secteurs en quelque sorte. C'est ça qui peut être un peu perturbant dans le moment du passage, quoi. Mais en fait, c'est qui se fait sur plusieurs siècles. Exactement. Alors, moi, en fait, ma grande difficulté, j'ai mis quand même quelques années à comprendre cette notion de différenciation fonctionnelle. C'est pour ça que dans l'exposé, j'ai utilisé des exemples qu'on ne trouve pas là-dedans. Je me suis référé à des organisations précises, par exemple, justement, à l'entreprise. Alors, si on remonte au Moyen-Âge, en fait, Luhmann dit ça dans d'autres ouvrages, mais qui sont des ouvrages antérieurs. L'entreprise est étroitement liée à la famille. C'est-à-dire que la majorité des entreprises, c'est des entreprises agricoles. Ces entreprises, ce sont des familles. Je prenais l'exemple du droit romain, mais ça vaut jusque tardivement. Les serviteurs, ils font partie de la famille. C'est ce qu'on appelle la maison au sens un peu aristocratique du terme. Et donc, au départ, il n'y a pas de différenciation entre la famille et l'entreprise. Et bon, c'est ce que j'évoquais, le cas du droit romain. Le statut, finalement, le père de famille a droit de vie de mort sur ses esclaves, mais aussi sur ses enfants. Donc, et petit à petit, l'entreprise a une fonction purement économique. Et elle se distingue de la famille, et ça se fait, mettons, au 18e, 19e siècle. Juste pour compléter, Olivia, c'est que si on a une approche fonctionnelle, est-ce que du coup le vocabulaire utilisé n'est pas décalé effectivement par rapport à l'époque? Parce qu'en réalité, si on prend les grands armements du 17e, du 16e siècle, en réalité, on est dans un capital risque, on est dans un investissement sans avoir une certitude de retour, on est dans la logique même de l'entreprise telle qu'on la pense au 19e, au 20e siècle. Et en réalité, elle est effectivement décalée de la famille, mais je veux dire, on n'appelle pas ça entreprise, mais quand j'arme un navire pour aller chercher des épices ou autre, on est bien dans la notion, en réalité, de l'entreprise telle qu'on la concevrait aujourd'hui. Et donc, est-ce que, la question est toute bête, finalement, est-ce que le vocabulaire, à partir du moment où on a une approche fonctionnelle, est adapté et n'oblige pas à repenser finalement, même de manière anachronique, finalement, le vocabulaire utilisé par rapport à la réalité des choses? C'est tout le problème, c'est-à-dire qu'on utilise un vocabulaire, très souvent on utilise un vocabulaire actuel pour analyser des réalités anciennes, et ça produit des anachronismes. Mais ce que je voulais dire dans le cas de l'entreprise, c'est que l'entreprise, au fond, si on prend le vocabulaire actuel, le vocabulaire de l'économie, il fonctionne pour la société traditionnelle, il y avait effectivement des entreprises. Mais en revanche, ce qui différencie les entreprises de cette époque des entreprises d'aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, vous avez une entreprise, vous avez
des salariés. Les salariés, le soir, ils rentrent dans leur famille. Il y a une distinction nette entre la vie familiale et la vie de l'entreprise. Alors que, à cette époque-là, au fond, la vie était beaucoup plus unifiée autour de la famille, et donc la fonction remplie par l'entreprise était en fait assumée également par la famille, et inversement. Une autre différence, c'est qu'aujourd'hui, l'entreprise, elle est réalisée par le marché aussi. Elle se situe dans un marché, ce qui est totalement différent de l'entreprise traditionnelle. Alors, le marché, alors dans la conception de Luhmann, le marché, c'est un produit de la différenciation de l'économie. Donc, l'économie, elle produit le marché, et puis donc ce qui fonctionne dans le marché, à savoir les entreprises. Et j'avais une autre question. Il me semble qu'il emploie la notion, le concept d'autopoïèse. Je n'ai pas abordé cet aspect. Et j'aurais aimé que, alors tu nous éclaires parce que c'est extrêmement compliqué à comprendre quand on le lit. Alors peut-être que tu pourrais vulgariser un petit peu cette notion. Effectivement, alors la question qui se pose, c'est comment apparaissent ces systèmes? Comment apparaissent ces systèmes différenciés? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui les crée? Est-ce qu'il y a des forces extérieures? Et dans sa théorie, puisque la société et communication, qu'il n'y a rien en dehors de la communication, la question qui se pose, c'est de savoir comment ces systèmes apparaissent. Et ils apparaissent par auto-création. Alors, pour comprendre ça, à la limite, on peut utiliser, parce que tout ça résulte un peu d'une analogie en biologie. Très longtemps, on a cru que la vie devait avoir été créée par une force extérieure. Il y a encore des gens qui imaginent que peut-être ce sont des éléments extraterrestres qui auraient produit la vie. On a du mal à comprendre la vie. Et finalement, la biologie est arrivée à l'idée que la vie s'autoproduisait elle-même. Et donc c'est ça, l'autopoïèse, en fait, ça vient de la biologie. Et Luhmann, en fait, applique cette notion d'autopoïèse pour analyser donc la société et l'évolution sociale. Mais c'est parce que, précisément, les systèmes sociaux, tels qu'il est décrit, ne sont pas le produit de quelque chose d'extérieur à eux-mêmes. D'où cette théorie de l'autopoïèse. Et alors, bon, comme les systèmes sociaux sont des systèmes de communication, il va détailler comment ces systèmes se créent par l'apparition d'un code et ensuite de ce qu'il appelle des programmes, etc. Mais je ne suis pas rentré dans ces aspects qui sont les plus sophistiqués, voire même parfois les plus ésotériques de sa théorie. Oui. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, questions? Qu'est-ce que ça nous donne, en fait, comme méthode ou comme technique pour analyser la société, cette présentation, ça? Alors, quelle est la méthode? Alors, la méthode, c'est encore une chose dont je n'ai pas évoqué, c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé, c'est ce qu'il appelle la théorie des systèmes. Alors là, c'est le côté le plus ésotérique de sa théorie, c'est-à-dire, en fait, puisque l'individu n'existe pas, puisque la réalité n'existe pas, qu'est-ce qui existe? Et ce qui existe, ce sont des systèmes. Alors, qu'est-ce qu'un système? Donc, la notion de système, c'est une notion qui va permettre globalement de comprendre comment fonctionne, alors, ce qu'on va appeler l'individu, mais en fait le psychisme, comment fonctionne une entreprise, ou comment fonctionne la société, ou une sous-partie de la société. Donc, c'est une théorie globale qui s'applique à différents phénomènes de communication ou de conscience. C'est ça qu'il appelle la théorie des systèmes. Et ces systèmes, c'est là qu'on revient à l'autopoïèse, ces systèmes en fait sont enfermés en eux-mêmes. La communication est enfermée en elle-même, la conscience est enfermée en elle-même, et c'est là qu'on renoue avec Husserl. Et donc il développe une théorie qui permet d'analyser tout cela, et en particulier, le problème c'est que toute observation, que ce soit de la communication ou de la conscience, est de l'auto-observation. C'est ce que dit Husserl. Je ne vois pas un objet, mais je vois, ou plutôt je travaille sur la conscience qu'il y a d'un objet.
Et la conscience, au fond, elle ne naît pas de l'extérieur du psychisme, elle naît de l'intérieur du psychisme. Alors du coup, toute connaissance est une construction intérieure d'un système. Et ça permet par exemple, alors, pour prendre des applications concrètes, qu'est-ce qui intéresse une entreprise? Une entreprise, elle est intéressée par des marchés, par les produits qu'elle fabrique, par éventuellement les profits qu'elle peut réaliser. Et elle ne voit pas d'autre chose. Elle est enfermée dans sa propre réalité. Et justement, très souvent, en pratique, ce qui nous permet de sortir de nos contradictions, c'est de comprendre qu'on ne voit pas d'où vient le problème. Et c'est pour ça, par exemple, qu'il y a une filiation de la pensée lumanienne dans, par exemple, la théorie du management. Il y a des auteurs, notamment, il y a toute une école danoise de management qui, donc, utilise Luhmann pour essayer de faire réfléchir l'entreprise sur ce qu'elle ne voit pas. Et la société, c'est pareil, la société, elle ne voit pas, elle ne voit que ce qu'elle veut voir. J'ai vraiment une toute petite question, excusez-moi, je trouve ça tellement passionnant. J'ai l'impression qu'il y a une grande ambiguïté sur le statut de l'individu et sur l'individualisme libéral, parce qu'il semblerait qu'il plaque un peu son évolutionnisme, son épistémologie sociologique sur des temps qui sont ceux de l'individualisme libéral. On a l'impression je disais qu'il partait de l'économie, de l'industrialisme. Bon, c'est Smith, c'est Figaro, j'imagine qu'il va chercher ces livres-là, etc. Et puis, c'est peut-être un peu confus, mais il écrit sur les droits fondamentaux. Oui, tout à fait. Donc, j'imagine qu'il doit y avoir une forme de contradiction, puisque si l'individu n'existe pas en tant que tel, il a tout de même, j'imagine, perçu que les droits fondamentaux étaient l'expression ou un phénomène d'individualisme, ou d'individualisation du droit. Est-ce qu'il a ce discours-là? Est-ce que l'individu est vraiment une niée, ou est-ce qu'il est un objet d'étude? Je suis un peu... Alors, oui, peut-être aussi que je n'ai pas été assez clair au fond. Quand on dit l'individu n'existe pas, il n'existe pas comme réalité extérieure, mais il existe comme sémantique. Donc, effectivement, dans sa théorie, à partir du moment où les systèmes se sont différenciés, donc le système économique, le système juridique, donc le système économique, il a besoin de consommateurs. Le système juridique, il a besoin de sujets de droit. Le système religieux, au fond, dans la religion du Moyen-Âge, il n'y avait pas d'individualité religieuse. Donc la religion moderne, elle crée aussi le croyant, n'est-ce pas? Et donc, effectivement, le système crée des individus. Et par conséquent, cette société fonctionnellement différenciée, elle a besoin de cette unité et l'individu qui va en fait jouer un rôle distinct dans chacun des systèmes. Donc, contrairement à une approche strictement libérale qui dit l'individu a des revendications, donc il faut qu'il soit libre au plan économique, il faut qu'il soit libre au plan religieux, il faut qu'il soit libre au plan politique, donc l'individu serait la cause de tout. Luhmann inverse le problème et il dit c'est la société fonctionnellement différenciée qui a besoin d'une entité qu'elle appelle individu pour coordonner les différents systèmes. Mais c'est pour ça qu'effectivement, il y a un parallélisme entre l'approche libérale et puis la théorie que propose Luhmann de la différenciation sociale fonctionnelle. Oui, après, si j'ai bien compris, il dit aussi que l'individu développe des stratégies différentes selon le système dans lequel il évolue. Enfin, puisque tu disais, si c'est dans, on va dire, la sphère économique ou la sphère plus citoyenne, enfin, où donc il s'intéresse quand même bien à l'individu d'une certaine façon. Alors en fait, bon, il y a aussi le problème de la pensée de Luhmann, c'est que il y a plusieurs strates dans sa pensée. Dans la dernière forme,
l'individu, il y a plus d'individus agissants, c'est assez difficile de repérer l'individu. Mais alors par exemple, j'ai utilisé à un moment donné la notion de rôles sociaux, c'est une notion qu'il utilise dans la première partie de son œuvre. Là, il pense qu'il évoque un individu agissant. Alors voilà, il y a quelques difficultés à manipuler. Et alors, parfois, bon, et aussi le fait que pour expliquer sa pensée, parfois on est obligé de sortir un petit peu, parce que sinon on répète ce qu'il dit et on n'avance pas. Quelle différence il y a entre ces différenciations fonctionnelles et ce qu'on appelle des structures sociales? Des structures, c'est une autre façon d'analyser la société. Alors, donc en fait, la différenciation sociale fonctionnelle, c'est la différenciation de ce qu'il appelle des systèmes sociaux. Alors, qu'est-ce que c'est que les systèmes sociaux? C'est essentiellement, dans la dernière forme de sa pensée, c'est essentiellement des systèmes de communication. Mais il évoque aussi des structures sociales, c'est l'idée que donc la communication produirait en quelque sorte des structures. Alors, donc il y a tout un ensemble d'essais qui s'intitule structure sociale et sémantique. Je m'appuie beaucoup sur cet ensemble d'essais pour analyser, mais c'est parce que je cherche en fait derrière sa théorie des systèmes la réalité. C'est ce que j'ai fait lorsque j'ai voulu montrer qu'il y avait une façon de démontrer empiriquement que ça fonctionnait, le système. Les structures sociales, oui, c'est l'entreprise, c'est les organisations sociales en quelque sorte, mais qui sont aussi dans sa théorie des systèmes sociaux. Sur la relation, communication. Et après, en termes de cloisonnement, puisque donc structure sociale fonctionnellement différenciée, on a le sentiment que ces systèmes sont autonomes et fermés un petit peu sur les autres systèmes. Alors, est-ce qu'il peut quand même concevoir qu'il y ait une certaine porosité entre les différents systèmes ou des interactions, ou ça c'est exclu? Alors, effectivement, ça c'est un élément important de sa pensée. C'est que d'abord, effectivement, ces systèmes sont clos. C'est-à-dire, effectivement, et c'est tout le problème de la société contemporaine, c'est-à-dire les économistes ont leur propre vision du monde, les juristes ont leur propre vision du monde, les scientifiques dans les sciences naturelles ont leur propre vision du monde, les fondamentalistes ou les religions ont leur propre vision du monde, et chaque système est aveugle aux autres systèmes. Et donc, c'est tout le problème de la contradiction entre les systèmes. Maintenant, globalement, la société, elle fonctionne. C'est-à-dire que ces systèmes, ils sont connectés, ils travaillent ensemble en quelque sorte. Mais par exemple, le système économique et le système juridique, ils fonctionnent relativement... Alors, c'est ce que Luhmann appelle des phénomènes d'interpénétration. Par exemple, l'économie, elle suppose la propriété, elle suppose la liberté du contrat. Donc, le droit donne un appui au fonctionnement économique. Donc, les différents systèmes sont aveugles les uns aux autres, mais ils sont quand même indépendants. Alors, un exemple, c'est justement, ce qui peut nous intéresser en tant que juriste, il a beaucoup écrit sur la Constitution, qui ne voit pas comme un mécanisme strictement juridique, mais comme un mécanisme qui est à l'intersection du politique et du juridique, avec, selon les sociétés, des constitutions qui sont plus politiques et des constitutions qui sont plus juridiques. Et donc voilà, la Constitution, c'est typiquement un exemple pour montrer comment le système politique et le système juridique, ou plus généralement deux systèmes autonomes, parviennent à se coordonner. Ça me faisait penser, je reviens à ce que j'ai dit il y a quelques minutes, à cette histoire de l'archipel français, c'est l'analyse qui est faite par Jérôme Fourquet et quelques autres sociologues, qui est reprise d'ailleurs aujourd'hui, même par Macron, qui consiste à dire que la société française ne fonctionne pas bien,
parce que en réalité, elle est composée, ou s'est décomposée en une multitude d'éléments qui ne coïncident pas avec les autres, qui ne correspondent pas avec les autres, qui se heurtent les uns aux autres. Ça peut être le monde para-urbain, ou périurbain, ou rural, ou semi-rural, et tous ces mondes-là. Mais c'est plutôt territorial, là, comme Pardon? c'est plutôt une approche territoriale, là, qui est décrite. Territorial, parce qu'il y a aussi une approche aussi en termes de mentalité. Oui, oui, non, mais je connais bien, mais je pense que c'est différent, là, de la pensée de Luhmann qui parle en termes de sphère. Enfin, à la limite, moi, je trouve que c'est plus parlant de dire sphère économique, enfin, sphère politique, ou... Alors, il a utilisé à une certaine époque, au début, il utilisait justement la notion de sphère, mais il a abandonné parce qu'il n'aimait pas le recours aux métaphores. Et donc, il substitue la notion, mais je trouve que la notion de sphère est parlante, mais c'est vrai que nous autres juristes, d'ailleurs, moi je dis toujours aux étudiants, évitez de parler en métaphore. Il essaie, donc, pour parler vraiment en concept, il finit par abandonner cette notion de sphère. D'accord. On va peut-être terminer juste sur une dernière question. Toi, qu'est-ce qui t'a particulièrement interpellé dans cette pensée? Pourquoi tu as décidé de spécialiser? Ah, vous avez une question? C'est que je ne vous voyais pas, excusez-moi. Allez-y. Moi, je voyais un peu une petite contradiction dans le système qui, plus ou moins, ne voit pas l'entité, l'individu, qui compose ce système, qui secrète ce système, qui entretient ce système, et en même temps de percevoir que l'individu est capable d'être un homo economicus, parce que quand il va sortir du juridique pour aller vers l'économie ou dans d'autres sphères, il va choisir le meilleur, en tout cas pour être mieux s'intégrer et évoluer. Donc du coup, on a le sentiment, comme vous l'avez exposé, qu'il y a des systèmes. Moi, je n'ai pas perçu l'individu, mais en même temps, dans l'analyse fine qui se fait, je vois que l'individu existe puisqu'il peut sortir, puisqu'il y a des sphères qui coexistent. Si on prend l'exemple de la sphère juridique et de la sphère économique, ben, les entités qui la composent sont capables d'avoir une interpénétration ou une compénétration, en tout cas fonctionnelle. Et les systèmes, un élément apparu assez important pour moi dans le discours, c'est l'irritation, j'allais dire sociale ou juridique ou économique, en tout cas des irritations. Et il semble que ces irritations sont des cas où il y a des frictions entre soit les systèmes, ou en tout cas les individus qui ont sécrété ce système. Par moment, peut-être l'évolution fait qu'il y a une friction entre, on passe d'un équilibre vers un autre, me semble-t-il. Mais en fait, si vous voyez les choses de cette façon, c'est parce que vous restez dans cette idée où la société serait composée d'individus. La société n'est pas composée d'individus dans la théorie de Luhmann, elle est composée de communication. Là où moi, ça m'a parlé en tant que juriste. C'est vrai que quand on me pose une question en tant que juriste et que je réponds en tant que juriste, je ne réponds pas en tant qu'individu. On me demande est-ce qu'il est légal, par exemple, est-ce qu'il est légal de ne pas déclarer telle ou telle chose. Voilà, je dis ce que dit la loi. La loi, elle dit, telle chose doit être déclarée, telle chose ne doit pas être déclarée. Et donc, au fond, c'est pas vraiment en tant qu'individu, je suis le système juridique. C'est le système juridique qui parle à travers moi. Et c'est pour ça que la pensée de Luhmann m'a interpellé, parce que j'ai souvent ce sentiment en tant que juriste de dépersonnalisation. C'est-à-dire, on me pose des questions, on ne me demande pas mon avis. Une fois sur France Culture, il y avait une avocate, le journaliste lui demande, mais quel est votre avis sur cette question? Je dis, mais mon avis n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est quelle est la légalité, quel est le droit en vigueur, etc. etc. Et donc, moi, ma lecture de Luhmann a rencontré mon expérience existentielle d'une certaine façon. Il y a toute une partie de mon existence où ça n'est pas un individu, mais c'est un rôle social qui s'exerce. Quand vous répondez en tant que juriste, et mettant quand même une opinion qui est un peu personnelle, qui a un élément personnel, c'est pas une interprétation qui est authentique, pour reprendre ce qu'on dit en droit. Ça reste quand même l'expression d'une personne. Non, mais ce que je veux dire, c'est... pas que la parole de la loi, c'est pas la bouche de la loi, c'est ce que je veux dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est combien l'expérience de juriste
révèle notre nature d'éléments dans un système. Oui, après, le rôle des juristes chercheurs, c'est aussi d'avoir un esprit critique vis-à-vis du droit. Donc, on peut aussi Oui, alors ensuite, intervenir à différents niveaux, restituer le droit, mais après aussi... Différentes interprétations. alors là, oui, effectivement. Mais bon, là, je donnais un exemple concret, mais en réalité, Luhmann dirait le droit, il peut se critiquer lui-même. Ça fait partie de sa fonction. Dans l'autogestion sociale, il y a la critique, et donc la critique du droit fait partie du fonctionnement du système. D'accord. Mais pour rentrer dans la pensée de Luhmann, il faut effectivement sortir des modes de pensée. Ce qu'il nous propose d'une certaine façon, c'est ce qu'on peut appeler une expérience de pensée. Supposons, abolissons l'individu, considérons la société comme une totalité composée de communication, comment elle fonctionne. C'est pas un dogme, c'est des propositions en quelque sorte, c'est des hypothèses en termes de sciences sociales. L'abolition de l'individu, c'est ça. L'individu n'est pas aboli, mais il est réduit à sa nature de sémantique. Moi, j'avais une petite question qui est très naïve, mais vous dites donc du coup que selon Luhmann, la société se compose de communication et non d'individus. Mais alors, qu'est-ce que vous entendez concrètement, enfin, qu'est-ce que Luhmann, entend concrètement par communication, dans la mesure où la communication est bien portée par les individus? Donc c'est vrai que j'ai du mal à différencier. Non, puisque si on part de l'idée, il n'y a pas d'individu. On essaye de voir comment la société fonctionne comme communication. Communication, c'est tout simplement la distinction légale-illégale. Les normes juridiques sont des communications. Par exemple, les prix. Les échanges sur le marché, etc. Tout ça est interprété comme communication. D'accord. L'expression doit être dissociée de celui qui l'a prononcé. C'est l'expression qui est l'incarnation de la société. Je dirais, si on prend par exemple l'exemple du marché, bon, le fait qu'on choisisse les produits, les meilleurs produits au moindre prix, en fait, c'est des phénomènes de communication. Il est normal finalement que le marché fonctionne de cette façon. Et le consommateur, ou même l'entreprise qui intervient sur le marché, elle réalise des communications. Donc on considère la communication et pas qui effectue la communication. Merci. Et dans quel pays, dans quel système de pensée, dans quel le système Luhmann, Suarez Flores, est reconnu, répandu, est utilisé, par quel type de... Alors, il est évident que ce n'est pas un système qui est admis universellement. Vous êtes très étranger. Et par exemple, il y a une forte réception dans les pays d'Amérique latine, par exemple. Il y a des Luhmanniens américains. Mais dans l'affiliation, alors chez les Américains, c'est un peu spécifique, puisque Luhmann vient de la sociologie américaine. Il développe en particulier les théories il développe, il critique les théories de Talcott Parsons. Donc il s'inscrit dans une tradition. Alors c'est aussi ce qui le rend un peu étranger à la sociologie française, c'est qu'il est plus proche de la tradition, d'une certaine tradition américaine de la sociologie. Comment s'appelle ce sociologue avec les inputs et les outputs? Voilà, Je cherche le nom depuis tout à l'heure, c'est complètement ça. C'est une mécanique. Exactement, oui, on a dénoncé la dimension de technologie sociale. Dans la sociologie américaine, on appelle ça les socio-cybernetics. Donc c'est toute une école sociologique qui se donne cette dénomination. Donc on analyse en fait la société comme un ordinateur, comme une machine complexe. En Amérique latine, c'est quand même étrange que ça ait du succès, parce que la philosophie en Amérique latine, la sociologie, à part Auguste Comte, elle est quand même très européenne occidentale. David Easton. Continentale, David Easton. Easton, le Canadien. Pardon de savoir.
Bien, y a-t-il d'autres réactions? Je regarderai, excusez-moi, parce que sans mes lunettes, je vois pas toujours les... Mais peut-être pour répondre à ta question, moi je suis venu à Luhmann par Oui. son ouvrage Le droit de la société. Et la première chose qui m'a intéressé dans cet ouvrage, c'est sa théorie de la théorie du droit. C'est-à-dire, je travaillais depuis plusieurs années dans la théorie du droit, et la question que je me posais, c'est pourquoi la théorie du droit n'intéresse personne à part les juristes. Pourquoi la théorie du droit, lorsque on parle de théorie du droit à des non-juristes, on tombe dans un vide sidéral. Et il explique ça par la nécessité de la théorie du droit comme autodescription du système. Mais c'est une autodescription interne qui s'intéresse. Et le deuxième aspect de la théorie du droit qui me posait problème, c'est l'absence de prise en compte de la fonction sociale du droit. Il explique qu'effectivement, la théorie du droit, le droit a tendance à s'auto-décrire de façon auto-référentielle et à éliminer le problème de la fonction sociale. Et lui aborde cette question. Et donc, c'est ces deux aspects qui ont fait que je suis rentré dans son œuvre, que ça m'a tout de suite semblé intéressant. En allemand, en plus. Oui. Bon, merci beaucoup. Le CRLD a fait l'acquisition donc d'un exemplaire de la Société de la société, donc qui est là. Si vous souhaitez le lire, eh bien, voilà, il est à votre disposition. Là, je vais le récupérer, mais vous me le demandez. Enfin, j'ai pas eu le temps de le finir. Je pense qu'il faudrait un que sais-je du Grabeau sur la pensée de Luhmann. Alors, le problème des Luhmanniens, c'est le débouché éditorial. Et cet ouvrage, en fait, le traducteur a mis des années à trouver un éditeur. Et il y a d'autres projets, des ouvrages intéressants de Luhmann à traduire, mais on ne trouve pas forcément d'éditeur. Alors, il y a une introduction qui est excellente, qui a été publiée il y a quelques années par une sociologue, Estelle Ferrarese. Bon, c'est une introduction assez courte. Il y aurait place pour d'autres introductions, mais si jamais vous trouvez un éditeur qui est intéressé par un ouvrage, je suis prêt à lui livrer disons, peut-être en quelques mois, en quelques années. Mais effectivement, le problème, c'est le débouché éditorial. Bon, bah, merci en tout cas, et bravo.